Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur New World Info pour un nouveau numéro de l'invité. Exceptionnellement, nous allons parler football ce vendredi. Le football et la diplomatie sont aujourd'hui étroitement liés et l'expérience de la CAN 2025 au Maroc offre un terrain très riche pour analyser ces enjeux géopolitiques, symboliques et surtout stratégiques. Et je reçois Henri Akodo, journaliste sportif. Vous intervenez également au niveau des chaînes sport de New World. Vous commentez et décrypter les matchs. Merci de nous rejoindre. C'est moi, Charlotte. Alors, la CAN 2025, on va donc en parler, faire le lien avec la diplomatie à l'international, justement. D'abord, comment avez-vous, en tant que journaliste sportif et aussi passionné du ballon, vécu cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue donc dernièrement au Maroc? Non, c'est avec une grande passion, comme d'habitude, que j'ai vécu cette compétition, la 35e du genre. C'est le plus grand tournoi du football africain qui a démarré en 1957 et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à commenter, à décrypter les différentes rencontres et les actualités autour de cette compétition phare de football africain. Alors, justement, on va aujourd'hui parler de positionnement des États qui donc accueillent cette grande compétition. On dit souvent, le football unit les peuples et les peuples se retrouvent donc à chaque édition dans un pays donc, qui est le pays organisateur. En quoi, justement, l'organisation de la CAN permet à un pays de renforcer son image et son attractivité sur la scène internationale? Oui, d'abord, il y a trois aspects prépondérants à relever à ce niveau. D'abord, le rayonnement au niveau médiatique, au niveau de la visibilité. Cette Coupe d'Afrique des Nations a permis au Maroc, à travers la construction des infrastructures holistiques et de qualité, à travers, on va dire, une maîtrise de la sécurité, a permis au Maroc de se révéler comme un pays qui a des compétences avérées. Le Maroc a prouvé son savoir-faire à travers la construction de ces infrastructures, que ce soit sportives, mais également au niveau du transport aérien et terrestre. Second volet, c'est quand même une compétition qui a permis au Maroc de pouvoir matérialiser sa puissance sur le plan diplomatique. L'influence du Maroc s'est renforcée à travers cette compétition avec l'accueil de ces 24 pays participants, mais également des différents acteurs, des grands patrons du football mondial. On a vu la présence du président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, qui, à travers cette organisation-là, depuis quelques années, le Maroc qui abrite, on va dire, le bureau régional de cette grande institution. Donc, ça, c'est une information absolument capitale. Une information importante. Le Maroc, depuis plusieurs années, on aura l'occasion d'y revenir, travaille sur ces différents aspects à travers le sport. Le Maroc veut rayonner sur le plan diplomatique. Et cette Coupe d'Afrique des Nations leur a permis de pouvoir remplir cet agenda du trône, parce que c'est une volonté affichée, assumée de la part du roi Mohamed VI de faire du Maroc un pôle attractif à travers justement, le sport. En tant qu'analyste et journaliste sportif, selon vous, pourquoi est-ce que le royaume chérifien a aujourd'hui choisi de s'investir ou sinon même de miser sur le sport, notamment le football? Oui, il faut aller, je pense que toute cette démarche diplomatique marocaine tire sa source sur le plan historique. Faudrait-il encore le rappeler, on était le 12 novembre 1984, et l'OUA a acté, on va dire, l'admission au sein de cette grande institution du Sahara occidental comme 51e nation faisant partie de l'organisation de l'unité africaine. Et derrière, le père de l'actuel roi, de l'actuel monarque Mohamed VI, Hassan II à l'époque, avait acté le retrait du Maroc. Et depuis, le Maroc a été isolé sur le plan diplomatique au niveau africain. Et quand Mohamed VI, le roi de 62 ans, il est âgé de 62 ans actuellement, a pris la succession de son père, il a décidé de pouvoir faire du football, du sport en général, du football en particulier, un instrument de reprise de la main sur le plan diplomatique.
et pour pouvoir élucider cette question sensible de la marocanité du Sahara occidental. Exactement. Et à partir de cet instant-là, des investissements accrus ont été effectués, la construction des infrastructures sportives, des centres de formation, notamment Mohamed VI, un centre de formation UP qui n'a rien à envier au grand centre de formation du côté des grands clubs européens. Le Maroc a signé avec la Fédération royale marocaine de football, elle a signé des accords de partenariat avec 40 fédérations d'Afrique subsaharienne, et cet accord a permis à ces différentes fédérations de venir jouer leurs matchs au Maroc quand il s'est agi que certains pays n'ont pas eu leur stade homologué par la CAF. Et donc, à ce niveau, le Maroc a repris en main véritablement sa destinée sur le plan diplomatique. Et on se souvient tout récemment de la décision de l'ONU de pouvoir reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et tout ça là, toute cette volonté politique manifeste du roi Mohamed VI de pouvoir faire du sport un réel vecteur de rayonnement diplomatique tire un peu sa source dans, on va dire, cette volonté marquée, affichée de régner sur on va dire le Sahara occidental et d'être un pôle attractif pour le sport. Pour le sport sur le continent. Paris gagné, on va dire, pour le Maroc, qui a donc accueilli la CAN. Et c'est pas encore fini, parce qu'il y a le mondial également qui passera par là. Tout à fait, parce qu'il faut dire que l'organisation de cette CAN est le réceptacle de tous les efforts qui ont été consentis par le Maroc sur les 2 dernières décennies à travers les investissements colossaux sur le plan des infrastructures sportives, parce que les stades qui ont accueilli cette Coupe d'Afrique des Nations, faudrait-il encore le rappeler, jamais on a eu ça auparavant. On a eu de grandes organisations. Auparavant, l'Afrique du Sud a organisé la CAN, la Côte d'Ivoire tout récemment, mais en termes d'infrastructures de qualité, les 6 villes qui ont accueilli cette compétition ont brillé de mille feux à travers leurs infrastructures d'envergure internationale au standard FIFA. Et le Maroc, qui depuis 1994 candidate pour pouvoir abriter une Coupe du Monde, va véritablement réaliser son rêve avec cette organisation tripartite avec le Portugal et l'Espagne en 2030. Et ce sera encore une fois un grand moment d'expression de la puissance marocaine sur le plan sportif et sur le plan diplomatique. Vous avez justement parlé d'influence, on va l'aborder. Le football, selon vous, peut-il devenir cet instrument durable de soft power pour les États africains au-delà de grands événements ponctuels, notamment les conférences internationales? Exactement, le football aujourd'hui, de par, on va dire, les valeurs qu'il dégage, de cohésion nationale, d'affermissement du vivre ensemble, de rayonnement diplomatique, est considéré aujourd'hui comme un instrument de soft power. On a vu ça récemment avec le Qatar, qui est un petit État qui s'est développé ces dernières années et qui a diversifié ses investissements et qui a parié sur le football avec notamment les fonds d'investissement qui ont permis à ce pays-là d'aller acquérir un grand club historique européen, le PSG. Depuis 2011, on voit aujourd'hui ce que c'est que le PSG et le Qatar qui a organisé la Coupe du Monde 2022, qui pouvait parier il y a cela 40 ans quand ce petit pays du Golfe pourrait organiser petit par la taille géographique, mais grand par ses hommes et par ses ambitions. Ils ont eu à réussir cela et ça matérialise clairement le fait que le football aujourd'hui est un puissant vecteur outil de soft power, et le Maroc également rentre dans cette dynamique-là. Alors, le pays venait de sortir d'une crise sociale avec la Gen Z, on s'en souvient, mais quel rôle cette compétition a-t-elle pu jouer, surtout pour calmer les esprits surtout des jeunes? Oui, bon, il y a eu des frictions, il y a eu des tensions avant cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faudrait-il le rappeler, à part au-delà du bling-bling, au-delà du développement réel du Maroc en termes sur le plan social, sur le plan, on va dire, économique, il y a des problèmes parce que, bien évidemment, il y a certaines franges de la population, notamment les jeunes, qui se sentent lésés et qui ne bénéficient pas forcément, selon eux, des avancées
assez intéressante du Maroc sur le plan économique ces dernières années. Et cette tension-là, elle a eu lieu, mais on a vu qu'elle s'est estompée depuis le début de la compétition jusqu'à la fin parce qu'il y avait mieux à faire. Le Maroc voulait projeter une belle image à travers le monde entier. Et le football a permis à ce que les performances de la sélection nationale, les Lions de l'Atlas qui ont perdu malheureusement en finale, ont permis à ce que les tensions puissent se taire le temps de la compétition. Et voilà un peu l'autre rôle du football, véritable vecteur de cohésion sociale, de raffermissement, de vivre ensemble. Peut-être que vous serez d'accord avec moi, on dirait que depuis ces dernières années, les grandes compétitions footballistiques, que ce soit la CAN, le mondial surtout, arrivent au bon moment, au milieu des crises et on a comme l'impression que on marque une pause pour aller jouer, célébrer le ballon rond et revenir peut-être à la table des négociations. Dans cette dynamique, dans quelle mesure, selon vous, les événements sportifs continentaux peuvent compléter ou même remplacer les canaux diplomatiques traditionnels? Oui, je pense que je vous donne un exemple rapidement. L'Algérie et le Maroc, et le on Maroc. connaît tous la tension diplomatique qui oppose ces deux nations sœurs depuis des années. Mais le temps de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a vu l'accalmie qu'il y a eu. La sélection algérienne a été bien accueillie. D'ailleurs, même la Fédération algérienne de football, dirigée par M. Rafik Saïdi, a martelé cela dans une déclaration en remerciant les autorités marocaines. Alors que, voilà, sur le plan diplomatique, les canaux officiels aujourd'hui sont fermés. Même si, de par la dernière déclaration du roi pour la fin d'année, il a milité à ce que véritablement les deux pays puissent s'asseoir et discuter de leurs problèmes d'égal à égal pour pouvoir trouver des solutions. Voilà un peu le rôle que peut jouer le football au-delà des éléments qu'on vient de citer. Oui, il peut y avoir des frictions, des tensions diplomatiques entre les nations, mais quand il s'agit de pouvoir disputer une compétition sportive, il y a une sorte de panafricanisme qu'on peut lire à ce niveau et le football est un puissant levier, est un puissant unificateur des nations autour des valeurs que le football véhicule, le partage, la tolérance, l'acceptation de l'autre. De par sa définition, la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que cette compétition, selon vous, peut réellement contribuer à l'unité africaine tant recherchée, malgré les tensions diplomatiques ou même sécuritaires qui persistent sur le continent, les tensions entre les pays? Durant cette CAN, par exemple, on n'a pas entendu parler ni de la CEDEAO, ni de l'AES, ou même de la Ligue arabe. On a vu tout un continent réuni. Voilà un peu le football unit les peuples. On a eu des moments de vibration, de grandes émotions, de passion. Le continent avait ses yeux rivés sur le Maroc. Le seul objectif, c'est de pouvoir produire un beau champion. Le Sénégal l'a été au détriment de nos amis marocains qui n'ont pas tant démérité. Donc, c'est le but qui est recherché par la Confédération africaine de football, qui, il faut le préciser, est une organisation apolitique. Ça, c'est sur le principe, même si dans la pratique, il y a une sorte d'émission de la politique dans le sport. C'est de bonne guerre parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas départir le football des questions géopolitiques. On parlait tantôt voilà, du soft power voilà, du football, bien évidemment. Donc, au-delà des éléments, au-delà des tensions, au-delà des frictions qu'on peut voir ici, là, dans les différentes régions de notre beau continent, le football est un puissant levier de rayonnement diplomatique. Et c'est justement pourquoi l'Union européenne a décidé de parier sur la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'un des gros sponsors de cette compétition. Absolument, de cette compétition. C'est une première historique. Et la CAF... Justement, comment interpréter ça? Beaucoup ont peut-être trouvé ça très surprenant. Non, aujourd'hui, comme on l'a défini, le football, c'est un puissant levier d'unificateur. Rayonnement diplomatique du continent, et à travers le football, il peut avoir, on va dire, un tant soit peu des apaisements. Et donc l'Union européenne, avec le travail de l'administration de la CAF, a décidé de pouvoir soutenir l'Afrique à travers ce sport favori. Et pour vous, quels étaient les grands moments de cette compétition, pour vous personnellement? Les grands moments, d'abord, on va dire,
c'est le SAC du Sénégal, la deuxième étoile. C'était pas facile, ils ont fait preuve d'abnégation, de don de soi, de résilience dans un contexte hostile. Bien évidemment, c'est tout naturellement parce que le Maroc n'avait plus organisé cette Coupe d'Afrique des Nations depuis, on va dire, plus de 5 décennies et l'a plus remportée. Ils ont perdu une dernière finale avant cette finale-là en 2004, c'était en Tunisie et c'était pas évident. D'abord, le SAC du Sénégal, la défaite du Maroc qui reste un moment fort, un moment d'émotion parce que tout un peuple attendait, on va dire, la matérialisation de ce beau projet mis en place par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, depuis des années. Mais il faut également noter, on va dire, les différentes équipes. Non, pas équipes problématiques Oui. qui ont émaillé, qui ont jalonné cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour moi, ça reste des épiphénomènes parce que aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, oui, il y a eu des suspicions par rapport à cette organisation, par rapport à l'arbitrage, mais à la fin, je pense que la raison sportive a primé sur les sentiments. Aux côtés du football, on a vu également rayonner la culture, les tenues traditionnelles africaines des différentes équipes qui ont un tant soit peu remplacé les joggings, les tenues sportives. Comment avez-vous apprécié cela? Absolument, ça c'est l'un des moments forts de cette compétition, l'arrivée des différentes délégations. Moi j'ai à l'image, on va dire, la tenue magnifique, majestueuse, arborée par les 28 éléphants et le staff technique derrière, les champions d'Afrique en titre qui ont quitté Marbella en Espagne, lieu de leur stage pour rejoindre Marrakech, leur bastion au Maroc. Il faut quand même saluer cela parce que ça renforce un peu l'attractivité de la culture africaine, notre authenticité. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire et que dire de la tenue traditionnelle des Maliens et des Béninois qui ont également le Nigeria, tous ces pays-là. Et même le Sénégal en blanc. Absolument, le Sénégal également. Donc, après, il faut, au-delà de tout ça, moi je pense qu'il faut tirer fière chandelle au Maroc. Absolument, parce que regardez tout ce qu'ils font, tout ce que ce pays fait depuis plus de 2 décennies déjà en termes de construction d'infrastructures, en termes de partenariat stratégique renforcé avec les fédérations, ces fédérations sœurs d'Afrique subsaharienne et bien évidemment la qualité, on va dire, de l'accueil, de l'hébergement. C'est pour la première fois, retenez ceci, que des sélections africaines pour une Coupe d'Afrique des Nations ont été logés tous dans des hôtels 5 étoiles. Et c'est pour la première fois qu'un centre d'entraînement a été octroyé à toutes les sélections. Donc c'est des avancées salutaires, louables, qu'il faut saluer. Faisons toujours le lien avec la diplomatie. Pour une Afrique unie, il faut forcément pouvoir instaurer un cadre de dialogue durable. Et comment le football peut-il donc aider à favoriser ce dialogue-là entre les peuples et tenter de réussir là où la diplomatie classique a peut-être montré des limites? Oui, je pense qu'aujourd'hui, à travers la Confédération africaine de football, on peut en arriver là parce que au niveau de l'unité africaine, par exemple, de l'UA, il y a des principes qu'il faut respecter. Après, au gré des intérêts des uns et des autres, il y a une sorte de tiraillement. Mais avec le foot, il y a une sorte d'apaisement, de tension diplomatique. Donc je pense qu'à travers, par exemple, la culture sportive, à travers les échanges des acteurs sportifs, à travers une certaine harmonie, une symbiose entre les peuples, entre les différents acteurs, on peut arriver à une Afrique qui brille, qui rayonne, qui parle d'une seule même voix, qui parle d'une seule voix et qui brille. Je donne cet exemple-là du Maroc, qui a été le premier pays africain à se qualifier pour le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'était au Qatar en 2022. On ne parlait pas simplement du Maroc, on parlait de l'Afrique. Parce que le Maroc était un représentant africain, malgré les 4 autres pays qui ont eu à participer à cette compétition. Le Maroc est allé très loin et donc à travers le football, on peut trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir bâtir une société civile africaine forte,
qui va contribuer de façon constante, permanente et tangible au développement harmonieux que nous chérissons tous. Au moment où le football peut également servir donc d'outil de rassemblement, d'unité et aussi de développement de nos États, on constate également de l'autre, on va dire un peu, parfois le revers de la médaille, où on a l'impression aussi que ça sert d'espace de rivalité symbolique entre puissances régionales. Comment expliquer ce paradoxe-là? Ouais, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar aujourd'hui, c'est le cas dans le Golfe. Le Qatar qui a mis des milliards d'euros dans le sport à travers notamment le football avec le PSG, l'organisation de cette Coupe du Monde. Derrière, on a vu, on va dire, la volonté manifeste de la couronne saoudienne de pouvoir aller dans ce sens. Ils vont organiser la Coupe du Monde 2034. Là, ils sont en train de développer leur ligue qui est la Saudi Pro League avec le PIF, le fonds d'investissement saoudien. Et c'est de bonne guerre parce que, outre le fait que le football est un unificateur assez avéré, affirmé des peuples, il est un instrument de soft power. Et qui dit soft power, zone d'influence. Donc, chaque pays, au gré de ses intérêts, travaille à ce que le football, véritablement, puisse être pour lui un instrument géopolitique qui va pouvoir peser dans la balance pour son rayonnement diplomatique. Entre le Rwanda et la RDC aujourd'hui, c'est pas la paix. Même si sur les dernières semaines avec l'accord de Washington, il y a une sorte de paix des braves qu'il faut encourager. Mais aujourd'hui, on a vu comment est-ce que pendant plusieurs années, le Rwanda, à travers son président Paul Kagame, a su investir dans la publicité en signant des partenariats avec des grands clubs européens. Et le président était, il faut le souligner, à la finale, bien évidemment, un grand passionné de football et qui sait que le football peut peser dans la balance pour que son pays existe sur le plan géopolitique. Et c'est pour cela qu'il a investi des millions d'euros pour signer un accord de partenariat avec le Arsenal il y a cela quelques années. La RDC également, de son côté, tout récemment, a signé un accord avec le FC Barcelone, avec cette mention, la RDC, cœur d'Afrique, derrière le maillot. Les Léopards qui ont aussi brillé durant cette compétition et qui rêvent de revenir à la Coupe du Monde après pratiquement 50 ans d'absence. On va leur souhaiter bonne chance pour les barrages intercontinentaux qui arrivent rapidement en mars prochain. Autre fait marquant également, c'est la présence d'anciens joueurs, d'anciennes stars du football qui étaient également présents sur cette compétition à chaque étape, on pourrait dire. Oui, absolument. C'est important aujourd'hui parce que pour pouvoir avancer, il faut des repères. Et ces légendes du football africain sont des symboles qu'il faut valoriser. Et de plus en plus de fédérations, de ministères des sports, des différentes sélections qui sont qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations l'ont compris et à bien des égards, ils mettent les moyens, ils les associent. On a vu dans la délégation sénégalaise un ancien, on va dire, une ancienne légende du football sénégalais, El Hadji Ousseni Diouf, qui est l'ambassadeur de la sélection sénégalaise. C'est un symbole pour le football sénégalais, africain. On a vu, on va dire, l'implication de Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football, qui était derrière ses jeunes frères, les Lions Indoptables, qui ont été éliminés en quart de finale, malheureusement, par le pays organisateur, le Maroc. On a vu d'autres également, Seydou Keita, l'ancien aigle du Mali, Seydou Blé Keita, qui aujourd'hui, avec tout ce qu'il a eu à bâtir, a gagné dans le football, est en train de bâtir des structures, créer de l'emploi au Mali pour les jeunes Maliens. Il était aussi de la fête. Il a soutenu les aigles du Mali qui sont arrêtés en quart de finale, battus malheureusement par le futur champion, le Sénégal. Donc c'est une très bonne chose que de voir aujourd'hui des légendes comme Patrick Mboma, les El Hadji Ousseni Diouf, les Dédé Okocha, les Nwankwo Kanu, accompagner leurs jeunes frères dans
la plus belle des grandes compétitions. Les équipes grandissent et se renouvellent à chaque édition de grandes rencontres. Et justement, quel regard portez-vous sur les investissements au niveau de nos États pour justement préparer une belle relève à nos équipes nationales? Oui, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, quand il y a des investissements structurants, quand il y a des réformes structurelles, des investissements rationnels, derrière, vous arrivez à faire quoi? À former des jeunes, vous les éloignez de la loisiveté, et ces jeunes-là, si d'aventure, ils arrivent à intégrer le niveau professionnel, derrière, c'est un puissant levier de développement économique pour le pays, parce que 5 jeunes joueurs talentueux qui jouent dans les grands clubs européens, on va dire, c'est des familles entières qui, on va dire, sortent de la précarité. Aujourd'hui, Sadio Mané, qui a terminé meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois de son histoire après 2021. Il gagne avec son club d'Al Nasser, gagne bien sa vie. Aujourd'hui, dans son village de Bambali en Casamance, c'est des investissements tangibles avec la construction des hôpitaux, des écoles. Il prend en charge plusieurs enfants du village. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui pour nos États d'investir dans la formation, dans la formation des jeunes talents, des jeunes pousses, à travers la construction des infrastructures crédibles qui peuvent permettre à ces jeunes-là d'être dégotés, d'être dénichés, d'avancer, d'atteindre le niveau professionnel pour renforcer les sélections nationales et pour pouvoir participer au développement économique harmonieux de nos États. Henri Kodo, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, donc c'est terminé. Les Lions de la Teranga, le Sénégal sacré champion, donc ils sont les champions en titre. Cette compétition, cette finale surtout, n'a pas du tout été simple, sinon vraiment des moments particuliers que nous avions pu observer justement après. Est-ce que vraiment, il y aura des poursuites, entre autres, des sanctions vis-à-vis de cette équipe sénégalaise qui, entre-temps, sortie de terrain, revenir pour terminer la compétition. La fédération marocaine de football aurait décidé de porter plainte contre l'arbitre. Est-ce que toutes ces informations sont vraies et vérifiées? Oui, absolument, elles sont vraies, parce qu'il faut rappeler le contexte. Le Sénégal qui a disputé cette finale face au Maroc, il y a eu une décision arbitrale du Congolais, M. Jean-Jacques Ndalangabo, qui est un arbitre respecté et respectable sur le continent, qui a sifflé un pénalty pour le Maroc. En temps, il a été, on va dire, interpellé par son collaborateur, l'assistant VAR, M. l'arbitre gabonais, et Pierre Acho. Et donc, il a sifflé un pénalty pour la sélection marocaine. Les Sénégalais qui avaient marqué un but 2 minutes plus tôt, ont pesté, ont protesté, ils sont sortis de la pelouse, sont allés au vestiaire. Sadio Mané est allé rappeler ses coéquipiers, sont revenus. Ils ont le Brahim Diaz a raté le penalty. Derrière, le Sénégal qui marque en prolongation par l'entremise de Pape Gueye. Et ça a suscité ce qu'on voit aujourd'hui. Le Maroc, bien évidemment, avec son président Fouzi Legza, qui est à la tête de la Fédération royale marocaine de football depuis 2014 et qui est par ailleurs l'actuel premier vice-président de la CAF, ne compte pas se laisser faire. Et il a dit à travers un communiqué qu'ils vont saisir la CAF parce que justement, qu'est-ce que le règlement dit quand il y a de tels incidents en son article 82, 83 et 84, le règlement de la compétition stipule de façon ramassée que si d'aventure dans un match, une équipe sort du terrain à l'encontre de la décision sans l'autorisation de l'arbitre, cette équipe-là s'expose à des sanctions. Et aujourd'hui, en clair, l'équipe sénégalaise risque des sanctions. Absolument, risque des sanctions, mais du côté de la Fédération sénégalaise de football, moi j'ai eu à parler avec M. Bakary Cissé, qui est le directeur de communication de cette fédération. Le Sénégal est serein, ils sont en train de préparer leur défense. Leur président de fédération, M. Abdoulaye Fall, l'a également martelé. Ils n'ont pas peur, ils ont des arguments pour véritablement contre-attaquer le Maroc en ce sens. Après, je pense qu'au-delà de ces règlements, de ces principes, il va falloir, d'une certaine manière, au niveau de la Confédération africaine de football, faire preuve de
on va dire, d'accalmie, pour qu'il n'y ait pas on va dire, de division. Voilà, faire preuve de diplomatie pour qu'on n'aille pas plus loin. Absolument, pour qu'il n'y ait pas de division sortie de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, Omaye Akodo. Merci d'être passé sur ce plateau, nous offrir aussi vraiment un moment d'échange autour du ballon rond. Vous êtes journaliste sportif. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.